Bienvenue à tous et à toutes. Vous suivez la revue de presse grand format avec pour invité aujourd'hui M. Sam Wakubwe. Il est journaliste professionnel, directeur de publication du quotidien L'Expression. Bonjour M. Sam Wakubwe. Bonjour Koulbi. Avec vous, nous passerons 52 minutes à décrypter la presse ivoirienne à travers les contenus des tabloïds et des sites internet de la semaine écoulée. Sans autre forme de transition, nous allons suivre ensemble la synthèse de toute l'actualité de la semaine du lundi 23 au vendredi 27 août 2021. Qui nous parle de la crise au Front populaire ivoirien FPI en utilisant ces thèmes. Afin Guessant déshabille Gbagbo. Avec Fraternité Matin, Afin Guessant déclare l'aile radicale extrémiste et même xénophobe s'est détachée de nous. Il a également dévoilé à travers le confrère ses relations avec Henri Konan Bédié et Simone Eyivé. Qui nous dévoilait ce que gagne le FPI avec le départ de Gbagbo et ses partisans. Pas qu'au FPI qu'il y a des conflits. Nous le remarquons avec le journal Le Matin qui dit à sa une PDCI bataille autour de Bédié. Le confrère nous dit qu'entre Gikawe, Ala, Kouadio, plus rien ne va. Toujours concernant le PDCI RDA, le journal Le Nouveau Réveil se pose la question de savoir si Billon joue ses billes pour les présidentielles 2025. En santé avec le journal Le Patriote qui affiche à sa une le message motivateur du Premier ministre d'État Patrick Hachi en visite sur le site Covid-19 en ces thèmes. La vaccination est un devoir civique. Ouvrons le bal avec Le Jour qui aborde à sa une la crise au FPI en disant que l'ex-président ivoirien Gbagbo ne peut pas diriger le parti en création. Notre Voix nous confie que le débauchage des proches de Afi pour le nouveau parti politique de Gbagbo échoue. Direction le PDCI RDA avec la une du site internet Coassi qui dit que Billon ne cache plus ses ambitions présidentielles en ces thèmes. L'élection de 2025 s'annonce comme celle du renouveau générationnel. PDCI présidentielle 2025, Bédié-Billon, c'est la guerre. Ainsi se présente la une du journal Le Patriote. Dans Soir Info, de graves accusations portées contre Billon. Le confrère nous dit également que Soro lance une vaste opération. Avec le congrès postal mondial à Abidjan, Bichar Hussein, directeur général du bureau international UPU, affirme ceci à travers le journal L'Intelligent d'Abidjan. On ne peut pas remplacer les bureaux de poste, aucune entreprise privée ne peut offrir les services de la poste, et explique comment s'est fait le choix de la Côte d'Ivoire. Le confrère fait allusion à la répression des actes de corruption et de mauvaise gestion. On voit écrit que la grosse cacophonie se poursuit au FDFP, faisant allusion à l'affaire qui oppose le secrétaire général de cette structure à son président du conseil de gestion. À la une de Le Jour Plus, on lit Gbagbo Laurent est infréquentable. Le confrère attribue ses propos à une nièce d'Afin Guessant. La guerre Gbagbo-Afi se déporte sur le terrain, fait savoir Soir Info. Le Laurent rencontre les populations des régions du Guémon et du Kabali à Mahama. Le temps lui emboîte le pas en qualifiant cet instant futur de moment de retrouvailles entre victimes du régime. Dire toute la vérité à ce sujet. Face aux propos de Jean-Louis Billon, Le Matin est inquiet du silence du secrétaire exécutif du parti et questionne Gikawe, le micro du PDCI est-il en panne? Débutons avec le journal Le Temps qui nous informe à sa une que tout se met en place pour début septembre en ce qui concerne la création du nouveau parti de Gbagbo. À la une du journal Le Bélier, on parle de réconciliation nationale où selon le confrère Bédié et Gbagbo mettent le président Ouattara au pied du mur. Selon le site internet Afrique sur 7, il semblerait que Billon et Afi soient en phase avec Ouattara et Simone en phase avec Gbagbo. Son de cloche similaire à la une du journal L'Inter qui nous rapporte la révélation de Jean-Gervais Tcheidé en ces thèmes. Simone Gbagbo est dans le nouveau parti, elle n'est pas dans les tergiversations. Il continue à travers le jour qui affiche à sa une qu'étant coincé aux Pays-Bas, Blé Goudé appelle le président Ouattara au secours. De cloche contraire à la une du journal Le Temps où Blé Goudé affirme ceci. Pas de nuage entre le président Gbagbo et moi. Il dit également à travers le confrère que Gbagbo l'a appelé avant de prendre son avion pour le retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Aujourd'hui, nous dévoile selon lui les peurs d'Afin Guessant concernant le FPI. Le journal L'Intelligent d'Abidjan qui nous confie que l'échec prévisible de la normalisation se précise. Le confrère nous dit que les acteurs réagissent quand la FIFA s'apprête à prolonger l'imposture d'un an.
La nouvelle est sûre depuis le lundi 9 août 2021. Laurent Gbagbo n'est plus membre du FPI. Qu'est-ce qui pourrait expliquer selon vous cette guerre directe entre Afin Guessan et Laurent Gbagbo après le départ de ce dernier du FPI? Pour ma part, je pense bien que c'est voulu. C'est entretenu et c'est voulu par Laurent Gbagbo lui-même qui, depuis la haie, depuis sa prison, n'avait pas envie de céder la place à Afin Guessan à son retour. Il a entretenu cette guerre qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas lieu d'être, puisqu'on se rappelle qu'une année alors qu'il était encore au pouvoir ici, il a sorti des propos disant que lui ne se voyait plus en train de faire un conflit avec Afin Guessan, en train de lutter la direction de la présidente du FPI avec une tierce personne, fut-il Afin Guessan ou bien une autre personne. On est bien étonné de le voir en train de le faire, c'est contrairement à ce qu'il a dit. Bon, c'est pas étonnant quand on sait que Gbagbo il a toujours été qualifié par ses autres amis de la politique ivoirienne comme le rouba de la politique. Bon, c'est normal, il est dans sa mode, mais je pense que dans le combat qu'il a engagé, pour moi, il a plus à perdre qu'à gagner. Alors que gagne Gbagbo en créant un autre parti, selon vous? Gbagbo se crée des difficultés en créant un autre parti. Le FPI est une icône et dans l'esprit des militants et de ses partisans, c'est comme leur opium. C'est quelque chose avec laquelle ils ont vécu toute leur vie. C'est quelque chose avec laquelle ils ont fait tous leurs combats les plus dimensionnels possibles. Aujourd'hui, c'est levé. Il y a des symboles comme ça que le FPI, vous allez dire à des gens de changer que je ne pense pas qu'ils pourraient le faire. De plus lever les deux doigts pour afficher son appartenance à ce parti-là. Ce sont des symboles que lui, il ne voit pas. Et il se dit qu'il va créer un autre parti tout simplement parce qu'il veut faire des combats personnels. Le premier combat personnel qui l'amène à avoir cette volonté, c'est qu'il veut écarter Simone. S'il reste toujours dans le FPI, Simone a sa place. Elle est membre fondateur du FPI. Or, il n'a plus envie de s'asseoir à la même table avec elle, à quelques centimètres ou bien quelques mètres que ce soit. Là où il se trouve, il ne veut plus voir Simone. Donc il y a ce combat qui est plutôt conjugal, mais qui se reverse sur la dimension politique. Ouais. Voilà. Donc il veut l'écarter. Il n'a plus envie de s'asseoir à une même table de discussion politique avec elle. Il ne veut plus la voir dans sa vie, il ne veut plus discuter quoi que ce soit, qu'elle apparaisse là où lui il apparaît. Alors, la preuve en est que la dernière fois, quand il a appelé son comité au palais de la culture, Simone est venu. Ouais. Il ne pouvait pas lui dire qu'il n'est pas venu, puisqu'elle est membre on était encore là, dans l'esprit du FPI. Donc, elle avait raison d'être là. Alors, ce n'est pas ce qu'il lui veut. Donc, il y a cette question. Mais il y a la question aussi de vengeance de lui, de sa part sur Afin Guessan. Il accepte difficilement que quelqu'un d'autre puisse prendre de l'ascendance au FPI. C'est lui. Le FPI est à lui. Donc, il veut écarter Afin, l'humilier et puis l'éjecter du FPI. Il se dit que bon, il va créer un parti et tirer toute la substance, c'est-à-dire la substance politique en termes de militants, en termes de contenance, comme lui-même l'a dit, de l'enveloppe vide qu'il lui a donnée. Et puis, il ne va rien être. Et puis, bon, écoute, il sera obligé lui-même de capituler en disant, bon, écoute, je ne veux pas être seul dans un parti, alors je te reverse le parti, mais je viens moi-même adhérer à ce parti. Donc voilà son plan. J'ai envie de savoir, entre Gbagbo et Afin, qui perd gros dans ce divorce politique? Dans ce divorce politique, c'est Gbagbo qui perd gros. Et que gagne Afin en s'arc-boutant sur le FPI? Avant d'arriver à ce qu'Afin gagne, c'est le FPI même gagne gros. Oui. Le FPI gagne gros en se libérant d'une certaine doctrine qui a fait trop de tort à ce parti que de bien. La doctrine de la xénophobie, la haine de l'étranger, la doctrine du rejet de l'autre, la doctrine de voir l'Occident comme cette entité qui vient tout récupérer en Afrique, dont il faut se départir, alors que nous sommes dans une certaine globalisation, dans une certaine mondialisation. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre en vase clos. Il faut être en liaison, il faut être en relation avec le monde extérieur pour évoluer. Donc voilà ce que le FPI d'abord gagne gros.
En plus de cela, Afin Guessan, bon, il a montré hein, à sa conférence de presse le 14 passé, tout le monde, hein, ils ont donné l'impression à tous les Ivoiriens qu'Afin était un parvenu au FPI. Il a démontré par A plus B que non. Que d'ailleurs même il a milité au FPI depuis 1986, temps auquel Laurent Gbagbo était encore en exil en France. Donc il n'était pas sur le territoire ivoirien. Ce qui veut dire par ricochet, si on pourrait le dire terre à terre en français d'Adiabé, qu'il est membre du FPI même avant Gbagbo. Et en ce temps, c'est Simone qui dirigeait le FPI pour que Gbagbo vienne les trouver en 88. Il était encore en exil en France. Oui. Donc ce n'est pas un parvenu. Il a même pris de ses moyens de lui-même pour concevoir, pour sensibiliser, pour mobiliser pour le compte de ce parti. Alors, il n'est pas question pour lui que on le lui arrache sans toutefois il y a une forme. Et puis ce qu'il demande à Gbagbo, moi je ne vois pas où est le mal. Vous êtes prisonnier, vous êtes à la haie, vous avez voulu voir votre président de parti qui est derrière vous, qui a mobilisé, qui a maintenu la vie du parti. Quand vous sortez, il fait plus de 5 audiences à vous croiser. Mais croisez-le. Croisez-le, discutez et qu'il donne sa version des faits et il demande à être vice-président. Le vice-président dans une organisation, quelle que soit-elle, même nos petites organisations des villages, qu'est-ce que le vice-président représente? C'est le président qui le nomme. Il le nomme quand il veut, il peut le dénommer quand il veut. Mais où est le mal en cela? Gbagbo avait plus à gagner à accepter la proposition d'Afin Guessan. 2 ans après, il pouvait même dire, bon, je remanie mon comité central. Afin Guessan, tu n'es plus vice-président, tu es secrétaire, bien tu es quelque chose d'autre, eh bien on te laisse tomber. Puis tu as le FPI à main. Mais je dis que son souci, ce n'est pas tant avoir le FPI, parce qu'aujourd'hui, le FPI ne l'arrange plus. Nous avons, dès son retour le 17 juin 2021, un nouveau Gbagbo. Un Gbagbo qui s'est départi de sa religion évangéliste, un Gbagbo qui s'est départi de sa femme, qui a créé une nouvelle famille, qui s'est départi de ses anciens enfants, qui a aujourd'hui 2 enfants avec sa nouvelle épouse, dont il s'occupe, qui ne s'occupe plus des autres. Un Gbagbo qui s'est départi de son FPI, qui est un symbole fort, avec lequel il a fait tous les combats possibles, même face à Houphouët-Boigny, pour créer un nouveau parti. Donc on a un nouveau Gbagbo qui n'est plus le même, qui est dans une autre... Bon, où il va, moi je pense que pour répondre à votre question, Afin gagne plus que lui. Il n'a pas grand-chose à perdre que Laurent Gbagbo. Okay. C'est lui qui est une icône, c'est lui qui est un symbole, c'est lui qui perd plus que Gbagbo Laurent. Êtes-vous d'avis avec Afin Guessan qui dit que Gbagbo part avec l'aile radicale et extrémiste du FPI? Bien sûr, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il part avec l'aile radicale, c'est-à-dire tous ceux qui ne veulent pas, qui voient l'étranger comme le mal de la Côte d'Ivoire. C'est malheureux qu'on revienne là-dessus. Ce n'est pas une bonne image de notre nation, mais on l'a vécu quand même ici, ce qu'on appelle l'article 125. Ça a eu lieu dans les rues de Yopougon, un peu partout. Tout ce monde-là, c'est avec eux qu'il part. Puis il va désormais mettre le FPI dans le jeu politique démocratique des quêtes de pouvoir par l'idée, plutôt que par la violence. Donc, il part avec eux. Mais ce qui m'embête, c'est que à son comité au Palais de la Culture, il n'a pas donné la possibilité à ses amis de se prononcer sur son projet. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas sûr que le projet qu'on met en place réussisse. Il est venu, en grand Manitou, il s'est assis, il a parlé. Vous tuez déjà le projet dans l'œuf? Bien sûr, parce que vous venez, vous vous asseyez, vous présentez à vos amis, on va créer un nouveau parti. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas d'accord. Bon, quand je les vois à 80%, ils ne sont pas d'accord. Mais ils ne se sont pas prononcés parce que l'occasion, le leur n'a pas été présentée de se prononcer. Parce qu'on se rappelle dans ce pays, plusieurs fois, Afin Guessan a dit à ceux-là, mais les gars, au lieu de vous battre avec moi tout le temps, allez créer votre parti. Ils ont dit non. Puis le FPI est un symbole dont ils ne se départiront jamais. Ils combattront Afin jusqu'à ce qu'ils lui arrachent le FPI. Ça veut dire que de leur volonté, ce n'est pas de créer un parti. Quand Gbagbo vient et le leur impose, il est contre leur volonté. Alors, Charles Blé Goudé, encore aux Pays-Bas, n'a toujours pas trouvé le chemin de sa terre natale et semble livré à lui-même à travers une interview qu'il a accordée à une radio internationale. Pensez-vous, comme ceux qui le disent, que Charles Blé Goudé est livré à lui-même? C'est pas... On va peut-être penser que j'en veux un peu trop à Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas mon idée. Hein.
Moi, je suis d'un langage franc. Dans ma vie, je suis d'un langage franc. Et j'aime dire ce qui est. Franchement, Blé Goudé, on l'a connu ici dans ce pays à cause de Laurent Gbagbo. Il était à Chelsea où il faisait ses études quand la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002. C'est pour Laurent Gbagbo qu'il a abandonné ses études et puis il est revenu. C'est pour Laurent Gbagbo qui s'est engagé dans les rues, il a mobilisé, il a pris toutes ces sanctions qui sont tombées après sur sa tête pour se retrouver à La Haye. C'est lui-même, en tant que le jeune homme, avec un de ses pères, qui entretenait, comme on l'a appris, Laurent Gbagbo comme il fallait, dans des tâches quotidiennes à La Haye. Quand vous êtes un père que vous devez revenir, il y a des actes qu'on pose pour un tel enfant. On ne l'abandonne pas. Moi, je trouve qu'il a abandonné Blé pour rentrer. Qu'est-ce qui justifie cette stratégie politique de sa part? On pourrait analyser sur plusieurs prismes. Parce que Laurent Gbagbo qui revient aujourd'hui avec l'envie de reprendre la vie politique en main, de se repositionner pour la présidentielle, ce qui m'embête un peu. Donc il s'est dit que revenant ensemble avec Blé Goudé, il peut lui faire ombrage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le FPI, ce n'est pas leur faire injure, mais à part Laurent Gbagbo, qui est présidentiable. Dans le FPI, dit Gore, proche de Laurent Gbagbo, à part Laurent Gbagbo. Moi, je ne vois pas qui est présidentiel. Je ne vois pas qui est-ce qu'il est en train de préparer pour le remplacer. La seule personne qui pouvait le remplacer de facto, c'était Blé. Il le laisse, il vient, il ne cherche pas à le faire entrer parce que la voix de Gbagbo aujourd'hui, quand même, quoi qu'il en soit, elle porte. Il a rencontré Ouattara. Quand Ouattara voulait rencontrer le président Henri Konan Bédié alors qu'il avait des dissensions entre les deux, malgré tout ce qu'ils ont vécu ensemble de fort, il l'a reçu au Golf Hotel. Mais Laurent Gbagbo, il l'a reçu au palais présidentiel, sur le perron. C'est pour dire que sa voix porte. Il peut peser de tout son poids pour demander et négocier le retour de Blé Goudé, ce qu'il ne fait pas. Et parce que ça le gêne que Blé Goudé revienne. Il sait qu'à son retour, en toute honnêteté, l'enfant va lui lutter son aura. C'est qu'il n'a pas besoin. Mais ça m'embête que Gbagbo soit encore dans cette dynamique de répartie pour la présidentielle ivoirienne. Parce qu'on se rappelle, un temps encore jeune, à 90, c'est les mêmes 80 tant que Houphouët-Boigny avait. Quand il allait aux élections, on disait qu'il est trop vieux, on ne veut plus d'un vieux dans un fauteuil roulant à la présidentielle, il faut une génération nouvelle, tout ça, c'est le slogan que les gens ont pris pour aller contre le PGCI, pour ce qu'on voit après ce qui en est arrivé. Gbagbo, il a aujourd'hui 76 ans. En 2025, il aura 80 ans, même 80 ans. Donc il a toute ambition politique en lui. Nous, on n'a plus besoin de ces vieilles personnes-là à la tête de l'État. Vous allez avoir 80 ans pour briguer un mandat présidentiel avec la santé qui n'est pas aussi telle qu'on le souhaite, telle qu'on le voit aujourd'hui. On ne va pas quand même vous pousser dans un fauteuil roulant pour diriger le pays. Ouais. Alors, revenons à l'Inter qui rapporte des propos de Jean-Gervais Kiedi. En ces termes, Simone Gbagbo est dans le nouveau parti. Elle n'est pas dans les tergiversations. Concevez-vous que Gbagbo accepte la présence de Simone Gbagbo dans ce nouveau parti quand les observateurs disent que le divorce de Gbagbo d'avec le FPI est en quelque sorte pour se débarrasser d'Afi et de Simone, comme vous l'avez dit au départ? Oui, Simone ne s'est pas encore prononcé. Que Gervais Kiedi se tranquillise, qu'il observe, qu'il attend que Simone se prononce. C'est elle ce qui détermine ses ambitions politiques, qui sait où elle va. Pour l'heure, on la voit en train de créer un mouvement Simone Capable. C'est un mouvement politique, c'est un mouvement, une ONG, qu'est-ce qu'elle crée? C'est elle seule qui le sait. Donc elle ne s'est pas encore prononcée. Quant à savoir entre Afi et Gbagbo de quel camp se positionner. Donc je veux dire qu'elle ne peut pas faire un mariage au forceps, que ce soit sentimental ou bien politique avec Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. Ici, il a créé son parti, c'est pour s'éloigner d'elle. Elle ne peut pas aller au forceps dans ce parti-là. Même si elle y allait, elle y serait comme une simple militante. Je vois mal Gbagbo en train d'octroyer un poste de haute responsabilité à Simone dans son nouveau parti. Donc, elle a beaucoup à réfléchir. Si elle ne se prononce pas vite, c'est parce que c'est une équation un peu difficile. Là où elle est, je ne la vis pas. C'est une équation politique difficile. Il faut être beaucoup stratège, il faut réfléchir,
pour se positionner. Oui. Allons-y dans un autre parti politique, cette fois-ci au PDCI-RDA. Que se passe-t-il réellement au PDCI? Où semble-t-il existe des tensions silencieuses entre Gikawe et Ala Kwadwo Rémy? Oui, mais parce que le président du parti en mai dernier a pris sur lui la décision de rénover le PDCI et de positionner Ala Kwadwo Rémy comme le coordonnateur, qui est du coup au-dessus du secrétaire exécutif qui est Gikawe, qui était la deuxième personnalité toute puissante du PDCI. C'est un peu vu comme par Gikawe, c'est naturel, hein, c'est le ressenti humain naturel, comme une éviction, comme si on disait que bon, on ne reconnaît pas ton travail, on te remplace. Donc vous ramenez le problème à un problème structurel. Ouais, c'est ça donc du coup ça les oppose un peu parce que chacun cherche à se positionner. Aujourd'hui à 86 ans, je vois mal Bédier en train de dire qu'il va vouloir être encore président de la République en 2025, ça fera 90 ans. Écoute, quand même, on ne va pas en arriver là. C'est ouais. Donc c'est la guerre de positionnement en sourdine entre Gikawe, Ala. Il y a le jeune homme qui se positionne aussi. J'en arrive. Voilà. Le silence de Gikawe est devenu gênant jusqu'au point où le confrère le matin s'interroge si le micro du parti est en panne. Finalement, comment interprétez-vous ce silence de Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI, face aux propos de Jean-Louis Billon? Non, ce n'est pas un silence en tant que tel. Hein. Connaissant bien Gikawe, c'est quelqu'un qui prend le temps pour réagir face à une situation. Il est certainement dans son laboratoire en train de bien armer son micro, de mettre des nouvelles piles, de chercher à savoir quelle qualité de micro il faut certainement pour sortir, de sorte que quand il va porter la voix, elle va porter comme il se doit. Donc il n'est pas silencieux. Il est en train de réfléchir pour répondre à Billon. Bon, écoute, Billon, c'est pressé pour parler. Lui, Gikawe, ce sont quand même les doyens du PDCI. Il sait à quand il faut qu'il réponde. Ce n'est pas un silence défaitiste, ce n'est pas un silence coupable, je suis sûr que c'est un silence stratégique. Au sein du PDCI, Jean-Louis Billon, quant à lui, il tient des propos qui, de plus en plus, font de lui un futur candidat présidentiel. Quelle est votre analyse à ce sujet? Aller trop vite, en besogne? Non, c'est un Ivoirien, Jean-Louis Billon, c'est un jeune Ivoirien. Et il est en droit, au regard de la constitution ivoirienne, d'être candidat à la présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Et ce qui est gênant peut-être dans cette affaire, c'est qu'il a un parti politique qui a une discipline. Et c'est à l'intérieur du parti qu'on désigne le candidat, à la convention du parti. Mais bon, on n'empêche que des cadres peuvent manifester la volonté, passant pour eux le désir de faire peser les choses en leur faveur. Ce n'est pas parce qu'on a parlé premier, on s'est prononcé sur une volonté de candidature qu'on sera forcément le candidat. Jusqu'où pourra-t-il aller, selon vous? Mais je crois que le PCI, le connaissant bien, il est respectueux de sa discipline à son intérieur. Il est respectueux de son président, qui est le président Henri Konan Bédié. Je vois difficilement des décisions qu'il a prises, quand bien même elle n'était pas du tout en odeur de sainteté à l'ensemble des cadres du parti qui ont été battus en brèche. Non, ça n'est jamais arrivé. Donc, il gagnerait. Bon, je pense peut-être que c'est par là il est passé. Sinon, s'il n'est pas passé par là, il gagnerait à se rapprocher de plus en plus de Bédié, à avoir son onction, à avoir sa bénédiction, et puis bon, si c'est possible, il peut être le candidat du PDCI. Passons à un autre sujet, la gestion des entreprises publiques. Ouais. Quel est votre avis sur la répression qui s'annonce sur les auteurs de corruption et de mauvaise gestion dans les entreprises étatiques? La corruption n'est pas une chose souhaitable dans un État. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit promouvoir. Ça met en lanterne les compétences. Et puis ça réduit les possibilités de créativité, d'investissement dans une nation. Aller contre la corruption, naturellement, c'est promouvoir le développement, c'est promouvoir la qualité, c'est promouvoir tout ce qui est dans le bon sens de bien diriger, de la bonne gouvernance dans une nation. On ne peut que saluer cela. On ne peut que saluer. Moi, je salue cela. Bon, il n'est pas tard pour bien faire. Ça fait quand même
11 ans hein, que le RHDP, au départ RDR, aujourd'hui RHDP est au pouvoir. Si c'est maintenant que les choses ont visité l'esprit pour qu'on se dise qu'il faut le faire, il faut le faire, mais de façon sérieuse, sans, je veux dire, sans considération des appartenances politiques des cadres qui sont à la tête de ces institutions et de ces sociétés. Et trouvez-vous normal que la vindicte populaire condamne avant les résultats des audits, je parle de certains journalistes et de certains cyberactivistes aussi? Oui, mais vous savez, hein, les gens parlent trop dans ce pays et puis les gens ne réagissent pas comme ça face à une situation sans en avoir eu des bris d'informations qui, à la fin, s'avèrent avérées. Hein. Comme quoi, il n'y a pas de, voilà, de fumée sans feu. Oui. Quand les gens sont là en train de dire qu'un tel cadre a détourné des sommes, à la fin, ils savaient que ce n'est pas faux. Ils savaient que ce n'est pas faux. Puis bon, il faut voir quand même aussi le train de vie de nos cadres en Côte d'Ivoire. C'est insultant par moments, c'est écœurant, c'est pas normal. C'est pas normal que vous ne soyez pas héritier d'une famille d'industriels. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un petit enfant de... Bon, je ne vais pas faire de publicité ici, mais des grandes marques qu'on connaît. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas un petit enfant héritier de cela. Et pour qu'au lendemain, simple fonctionnaire que vous êtes, quand on vous paye en tant que salaire, si c'est trop exorbitant, c'est 5 millions, 3 millions le mois. Que vous vous retrouvez milliardaire, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On voit des patrons des sociétés d'État qui s'achètent des immeubles ici, plusieurs immeubles en un coup, à des milliards, pour des milliards. Qu'on sait. Où il en est cet argent? Il n'est pas issu d'une famille riche. Ça nous donne le temps de revenir donc au FDFP. Ouais. Tu connais en ce moment des remous à la tête. Quel est votre regard sur l'acte posé par l'ancien ministre Joël Nguessan, président du comité de gestion du Fonds de développement et de la formation professionnelle, à l'endroit de son secrétaire général Ange Léonie Baribatesti? Non, mais moi, il y a quelque chose que je regrette un peu, c'est l'action du PCA. C'est-à-dire que Joël est le PCA du FDFP et Baribatesti est le secrétaire général. C'est les deux qui co-gèrent la structure. L'un ne peut être plus propre que l'autre. Ça, il faut qu'on s'entende là-dessus. Et qu'ils ne sentent pas de reconvertir l'esprit des Ivoiriens en se faisant passer comme le plus propre par rapport à l'autre. Un PCA et son secrétaire exécutif ne peuvent pas gérer durant des années une structure comme ça, sans que l'un ne soit un peu mouillé là où l'autre l'est. Ça, c'est pas possible. Donc, il cesse vraiment toute cette guéguerre de positionnement inutile. Et puis, il y a une chose que moi, je veux qu'on cesse d'impliquer dans cette affaire de bonne gouvernance. Il faut enlever l'appartenance politique là-dedans. Parce que je vois par moment, je vais signer des communiqués qui, en bas, il y a président, vice-président du RHDP en même temps. On parle de la bonne gouvernance ici. On parle de la question du contribuable ivoirien. Nous tous, ce que nous mettons ensemble au FDFP, ça, ce sont les sociétés qui contribuent pour le compte du FDFP pour leur formation, pour la plupart du temps. C'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas une affaire de parti. Ce n'est pas une affaire de parti. Et puis, quand il veut agir, il faut qu'il agisse en laissant la main totale à la structure de bonne gouvernance qui mène cette enquête, qui mène ses audits. D'aller jusqu'au bout. Voilà, d'aller jusqu'au bout. Que lui se supplée dans la situation. Moi, je ne défends en rien ici le secrétaire exécutif, je ne le connais pas. Je n'ai jamais approché, je ne sais pas qui il est. Pensez-vous que la tutelle a bien fait de se désolidariser de l'ancien ministre Joël Nguessan? Ah mais bien sûr, c'est par ses actions. Moi, ce que je dénonce ici, il aurait bien voulu faire qu'il se serait adossé. Il aurait reversé ses actions à la structure de bonne gouvernance qui gère ces audits-là. Que de lui-même, ça donne l'impression de quelqu'un qui veut se venger de l'autre. Soit nous sommes là ensemble, bon, je vais le dire de façon triomphale, comme on le dit à Djamé, on est assis là, tu manges sans moi.
Aujourd'hui, j'ai l'occasion de te dégommer. Donc, bon, tu vois, ou bien on a assis là, on a eu 100 francs, je te dis de me donner 50 francs, tu vas prendre 50 francs, toi tu as préféré prendre 70 francs, me donner 30 francs. Aujourd'hui, là, je vais te non, non, en fait, c'est le sentiment que ça donne. Ouais. C'est le sentiment que ça donne. Moi, personnellement, c'est le sentiment que ça me donne. Je ne le vois pas en train de lutter contre la mauvaise gouvernance. C'est le sentiment que j'ai là, que j'exprime. Alors, que préconisez-vous pour une sortie de crise au sein du FDFP? Mais qu'on laisse la main à la structure de bonne gouvernance faire son travail jusqu'au bout. Et qu'elle décide. Que Joël s'écarte, qu'elle la laisse faire. C'est la sortie de crise qui est la plus probable qu'elle a. Oui, pendant 3 semaines, soit du 9 au 27 août, la Côte d'Ivoire a abrité l'UPU, l'Union Postale Universelle, pour repenser la poste individuellement que gagne le pays, la Côte d'Ivoire s'entend, étant le lieu du congrès, d'un congrès pareil. Vous savez que l'UPU devait être organisé ici depuis Henri Konan Bédié. On l'avait programmé, tout était prêt quand il y a eu le coup d'État. Le pays devait être encore revenu sur une année quand il y a eu l'histoire de la crise sous Laurent Gbagbo. Alors, vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire gagne en vainquant le signe indien, qui a voulu longtemps qu'on n'organise pas l'UPI. Déjà, à ce niveau, c'est une victoire. Oui. Que l'UPI finalement soit organisé. Le pays tenait tant à ça. Mais ce sont plusieurs, ne les voyez pas seulement comme des experts dans le domaine de la poste. Il y a plusieurs investisseurs économiques qui sont venus, qui ont vu les opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire, qui ont vu les attraits économiques, qui, je suis sûr, ont signé plein de contrats qui pourront apporter demain grandes choses au pays. Okay. Donc voici ce qu'on gagne. Et puis c'est un grand monde qui est venu dans notre nation, qui a apporté certainement des dividendes. Ils ont vécu ici plusieurs jours. Vous savez, c'est les restaurations, c'est le transport, c'est l'hôtellerie qui gagne. Et tout ça, ça apporte des emplois, ça apporte ça aide à l'économie nationale. Oui. Voilà. La semaine passée, sur ce même plateau, il y a Ambroise Tieti qui s'exprimait sur le départ de Konaté Navigué que nous allons suivre à l'instant. Il a fait... Bon, d'abord, on l'a appris avec beaucoup de surprises. Hein. On l'a appris avec beaucoup de surprises. Pourquoi surprise? Surprise parce qu'il était avec Afi, le président Afi. Il était vice-président chargé de la mobilisation. Donc, il était avec le président Afi dans les clans qui se sont formés entre les Gors, comme on dit, Babouriens, et les affidés en griffe, les partisans d'Afi. Voilà. Donc, il était l'un des leurs. L'un des partisans d'Afi, et avec les derniers développements de l'actualité, le président Gbagbo qui décide de créer un autre parti, ça lui a certainement mis la pression, puisqu'il a dit qu'il ne veut pas se rendre coupable d'un parricide. Voilà. Bon. Mais je note qu'en politique, ces termes-là relèvent de l'émotion. Hein. Ça relève de l'émotion que ça n'a pas sa place en politique. Voilà, en politique. On a vu, aux temps antiques, on a vu Brutus être au nombre de ceux qui ont tué l'empereur César. Et il a dit, Brutus, toi aussi, mon fils. Voilà, donc c'est pour dire qu'en politique, il n'y a pas de place pour l'émotion. Hein. Il n'y a pas de place pour l'émotion. Il a privilégié l'émotionnel. Bon, c'est son choix. C'est son choix, on ne va pas le discuter. Mais il faut reconnaître que bon, il lâche Afi à un moment où le gars avait besoin de lui, le monsieur avait besoin de lui. Qu'est-ce qui... Pensez-vous qu'Afing... Non, je reprends carrément. Ouais, attends, pas Afi, attends. Alors, dites-nous, quelle est votre réaction par rapport à ce que qu'Ambroise Tieti a dit? Non, il a dit qu'il quitte Afi au moment où Afi avait vraiment besoin de lui. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je le dis simplement et par objectivité. Konaté Navigué était ici dans ce pays. On l'a vu, il était le président de la JFPI au moment où Laurent Gbagbo, qui était leur maton, a été attaqué en 2002. Il a fallu qu'on prenne un avion spécial pour aller chercher Blé Goudé, se constituer en conglomérat avec les Tapé Koulou, paix à son âme, et tous même les footballeurs comme Joël étaient obligés, les chanteurs comme les Serge Kassi, Gadji Seri étaient obligés de... Il n'a pas joué son rôle, il n'a pas prouvé grande chose, il n'est pas un mobilisateur réel de la jeunesse de gauche, il n'a pas une force de frappe
en politique. Il est resté longtemps avec Afin Guessan, alors que Gbagbo était à La Haye, dans l'ombre, sans faire grande chose, plusieurs fois candidat de sa région. Moi je connais bien son village à Tendera, et il n'a pas fait grande chose. Un tel personnage qui vous quitte, moi je ne vois pas quel effet. Pourquoi il dit que Afin Guessan avait tant besoin de lui? Il part. Alors, est-ce que vous pensez que Afin Guessan s'en sortira avec toutes ces défections autour de lui? Il y a eu d'autres personnes qui forcément vont partir, vont suivre Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas membre du parti d'Afi. Et puis bon, je ne pense pas qu'il puisse laisser son affaire, parce qu'il est assez grand pour mûrir l'esprit de ce qu'il veut. Hein. Il a bien réfléchi pour savoir que quand il va se défaire de Gbagbo, qui est une icône pour le FPI, il est assez grand pour savoir qu'il allait y avoir plein de défections. On peut reprocher tout à Gbagbo, mais il a su impacter sa personnalité sur le FPI. Ah, ok. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, quand il était au pouvoir aussi, voici ce qu'il a réussi. Quand vous avez vu le 17 juin, le retour de Laurent Gbagbo, c'est ce qu'on regrette on regrette sur certains, on les reproche certains cadres du parti actuel au pouvoir. Laurent Gbagbo est rentré ici le 17 juin comme si il avait perdu le pouvoir le 15 juin. C'est-à-dire, c'est comme si c'est quelqu'un qui venait du peuple au pouvoir il y a juste 2 jours ou 3 jours, les gens étaient... Aussi populaire, vous voulez dire? Il est rentré le même populaire. Parce que, alors qu'il était au pouvoir, il a misé sa stratégie politique sur le social. Et vous savez combien de fois l'humain est sensible à tout ce qui est social. Alors, ça touche à tout le monde. Oui. Donc, du coup, sa popularité est restée. Donc, Affi est censé savoir qu'en allant combattre un tel personnage, il va y avoir de la défection. Mais comme lui-même l'a dit lors de sa conférence de presse, il va faire son combat et le peu qui restera. Et il le fera avec eux. Donc, vous voyez un Gbagbo qui pourra renaître de ses cendres comme le phénix? Mais s'il y prend de l'intelligence pour se dire qu'il est l'heure pour moi de fabriquer de mon aura, fabriquer un second personnage comme Nelson Mandela l'a fait. Quand Mandela est sorti de prison et qu'il a pris le pouvoir en Afrique du Sud, il a fini son mandat de 5 années. Toute l'ANC s'est réunie pour lui demander de continuer, en tout cas de façon sincère. C'est lui-même qui a dit non, il ne voulait plus. Il faut que Gbagbo réfléchisse comme ça. Et il a fait la passe au Thabo Mbeki, à tous ceux qui ont succédé après. Il y a des hommes au FPI, il faut les fabriquer. C'est le moment maintenant de les fabriquer. Parce qu'on ne voit pas encore qui est présidentiable dans ce parti. Ok. Maintenant. Dans une confusion pareille chez les partis de l'opposition, le RHDP semble être silencieux. Est-ce que vous êtes d'avis avec certains observateurs qui disent que 2025 est bouclé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour le RHDP? Bouclé, c'est... Moi, je veux dire qu'il faut que les gens sachent une chose. Hein. Trop boucler les portes, très souvent, on peut mal les boucler. Et s'enfermer soi-même. Voilà, il n'y a rien qui est bouclé. L'élection, il ne faut pas être trop sûr de soi. C'est le choix de la population. Et la population décide de qui elle veut mettre au pouvoir. Il ne faut pas être... On n'est pas maître de la population. Voilà. Ce serait une bonne chose pour le RHDP de continuer. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sous son pouvoir. Le président Alassane Ouattara a beaucoup travaillé, ça il faut le lui reconnaître. Et il faut le saluer pour tout le travail qu'il a battu au plan des infrastructures, au plan des écoles. Moi, je me rappelle là où, en son temps, quand la ministre Kandia Kamara, aujourd'hui ministre d'État, prenait l'école ivoirienne en 2011. Si on vous montre un rétro de cette école-là, l'état de cette école en personnel comme en infrastructure, vous allez être étonné. Mais aujourd'hui, quand on regarde, il y a eu un grand travail qui a été fait sous l'auspice du président Alassane Ouattara. Vous avez oublié mais il ne faut pas quand même que... le niveau d'apprentissage aussi des gens. Oh non, le niveau d'apprentissage, ça c'est un autre débat. Peut-être on n'a pas le temps pour le débattre ici. Ouais. Mais je vais dire que ça... il y a eu du progrès. Il y a eu du progrès. Ouais. Il y a eu du progrès.
Mais il ne faut pas aussi que le RHDP se contente de ça pour se dire que, alors, à partir de ce progrès, on est éternellement au pouvoir. C'est le PDCI qui a bâti cette nation avec le président Félix Houphouët-Boigny. Quand il est décédé, Henri Konan Bédié était un peu dans cette moule-là. Oui. Dans cette logique. Dans cette logique, et le PDCI est parti. Et il y a eu place après à d'autres personnes. Donc il faut que le RHDP quitte cette logique et se mettre en véritable... Parce qu'on ne les sent pas sur le terrain, comme vous venez de le dire. Il faut qu'ils se mettent au travail. On a parlé ici d'un comité d'écoute des militants. Après, on en revient. Quelle orientation l'opposition doit-elle faire si elle veut jouer les premiers rôles dans ce pays? C'est d'abord de faire le jeu politique civilisé. Je veux dire civilisé. C'est pourquoi j'appelle l'opposition proche de Laurent Gbagbo à quitter l'idéologie, la violence, de la brutalité, la haine contre l'autre, et puis de rentrer dans les stratégies politiques. Voilà. Et puis de se mettre dans une alliance forte qui pourrait être comme un contrepoids face au pouvoir. Même si cette alliance peut ne pas ébranler le RHDP, mais c'est quand même une censure, un contre-pouvoir qui viendra pour les amener à ne pas s'adonner à cœur joie dans la gestion du pouvoir comme ils veulent. Voilà, il y a une opposition forte qui peut censurer les choses. Nos reporters se sont promenés dans les rues d'Abidjan. Que pensez-vous de l'appel du Premier ministre Patrick Achi de se faire vacciner contre la Covid-19? C'est le sujet du micro-trottoir. Ça permet d'éviter certaines maladies. C'est bon, surtout si c'est pour protéger la population. C'est bon. J'ai l'impression que c'est ceux qui ont la maladie qui doivent faire le vaccin. Monsieur le ministre, tout ce que vous faites là, j'apprécie, mais pour le vaccin, je ne pense pas que ceux qui sont bien portants vont forcément participer à ça. Parce que je pense que il est mieux de se faire vacciner pour éviter la maladie. Je lance un appel à ce que ces personnes aillent faire le vaccin. Mais d'une part, il faut aussi penser à la population. Mon idée, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, il n'a pas mal fait, il a bien fait parce que tu veux ou tu ne veux pas, tu vas te vacciner parce qu'il y a tellement de maladies en Côte d'Ivoire. On ne sait pas c'est quelle maladie aujourd'hui. Bon, j'aimerais lancer aussi le message dit à mes frères, mes jeunes frères ivoiriens, c'est très bon d'aller se faire vacciner contre le Covid parce qu'aujourd'hui, partout où tu passes, quand tu veux voyager, traverser les frontières, d'abord, dans le carnet, c'est obligé. Donc c'est mieux de se faire vacciner au lieu que demain, quand tu prends l'avion vers le Cap, tu voyages, tu vas dans un autre pays, on te retarde pour ces problèmes. C'est une occasion, il vaut mieux en profiter, quoi. Ça ne devait pas être obligatoire pour surtout les Africains en général, selon moi. Ça ne doit pas être obligatoire pour les Africains parce que je me dis que mes raisons sont qu'on a aussi des docteurs, des médecins, des chercheurs ici en Afrique qui peuvent aussi mener des recherches comme les Blancs aussi pour trouver un vaccin par rapport au Covid. Pourquoi forcément recevoir des doses qui viennent de l'Occident? Pourquoi? Voilà. Et aujourd'hui, on sait plus ou moins ce que l'Occident attend des Africains. Moi, selon moi, lorsque on a parlé du Covid dans les débuts, les Blancs disaient par exemple que l'Occident disait que les Africains allaient plus mourir du Covid-19. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Le Seigneur nous a épargnés. Et nous voyons qu'ils veulent coûte que coûte nous injecter ces doses-là. Donc moi, je dis non, on refuse. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, vu les étrangers aussi qui rentrent aussi en Côte d'Ivoire, c'est important de se vacciner parce que pour éviter de contaminer les innocents qui sont ici, nous les Ivoiriens, parce que là, on ne sait pas, hein, on ne sait jamais. Donc à chaque fois, si des personnes rentrent, il faudrait qu'on arrive à les vacciner, les vérifier s'ils sont contagieux ou pas. Il faut saluer déjà l'initiative et puis en même temps, je pense que l'idée doit être soumise à référendum parce que, comme on dit, c'est la population qui décide. La maladie dont vous parlez, ça, pour laquelle on doit aller se vacciner, il n'y a pas de souci, on va aller se vacciner. Mais moi, il y a un truc à vous dire, que dans notre pays ici, là, il n'y a pas de corona, à ce qu'ils sachent. Si ça n'a pas lui, ok.
Djakadio, ok, mais Corona, nous, on ne connaît pas ça ici, mais quand même, on va aller se faire vacciner pour faire plaisir. Sinon, chez nous ici, il n'y a pas ça. Bon, moi, je trouve que l'initiative du Premier ministre est une bonne initiative. Nous invitons tout le monde à se faire vacciner contre le Covid-19, car cette maladie est vraiment très, très contagieuse. Nous devons la prendre au sérieux. Donc, vraiment, j'invite toutes, parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment dangereuse. Donc, nous invitons vraiment toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire à se faire vacciner contre la Covid-19, parce que c'est vraiment important. Il va de la santé de tous. Je partage l'avis du Premier ministre, étant donné que la maladie est assez grave, et comme les gens refusent de se faire vacciner, je pense qu'en passant par là, on va donc obliger les gens à se faire vacciner. Donc je suis d'accord avec lui. Je suis partant son avis. Merci au Premier ministre pour l'initiative, mais il y a beaucoup de polémiques sur le sujet, autour du vaccin. Donc nous pensons que c'est ce qui fait que plusieurs personnes ne veulent pas se faire vacciner. Il faut vraiment une sensibilisation, il faut qu'on lève l'ambiguïté sur vraiment cette idée que ces personnes ont du vaccin, parce que plusieurs se disent qu'on veut les rendre stériles, on veut vraiment les rendre malades, on veut les tuer. Donc il faut qu'on lève cette ambiguïté-là pour que chacun ait une image claire de vraiment l'objectif du vaccin, afin que chacun puisse participer à ce vaccin-là. Merci. Monsieur Samba Kouboué, vous avez entendu plusieurs personnes parler. Alors, on ne va pas vous laisser réagir là-dessus. La vaccination contre la Covid-19 est un devoir civique, a dit le Premier ministre Hachi Patrick. Quel est votre avis sur la question? Moi, je suis d'avis avec le Premier ministre. Moi-même qui suis assis devant vous, je suis vacciné. Je suis vacciné à un vaccin qui a été l'objet de plusieurs critiques, de plusieurs polémiques, que ce soit en Europe ou en Afrique ici. Moi, je suis vacciné à AstraZeneca, j'ai eu les 2 doses. J'ai mon carnet de vaccination avec lequel je voyage, je vais partout. Bon, mais moi, d'abord, il y a une chose que je veux d'abord dire aux Ivoiriens. Ceux qui sont contre la vaccination, qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils proposent? Il y a une maladie, on vous dit que voici le remède le plus immédiat pour qu'on s'en sorte. Vous dites qu'on ne veut pas. Et puis déjà, il y a des gens qui ont cette propension à penser que le coronavirus ne tue pas les Africains. Le coronavirus n'existe pas ici en Afrique, mais qu'ils aillent dans les hôpitaux, qu'ils aillent dans les CHU, qu'ils aillent dans les centres infectieux, ils verront. Les gens sont là-bas, ils mettent tous les jours des coronavirus. Alors, revenons donc, on va parler d'Ebola maintenant. Ouais. Ebola s'est invité d'une manière fracassante sur le territoire ivoirien. Selon vous, à qui incombe cette responsabilité? À la porosité de nos frontières. À la porosité des frontières, parce que depuis plusieurs années, les frontières entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali, le Burkina, c'est-à-dire tous les pays frontaliers sont fermés, le Ghana partout. Bon, comment ça se fait qu'il y ait des passeurs qui réussissent à détourner les frontières directes et puis à faire rentrer des gens jusqu'au cœur de la Côte d'Ivoire qui est Abidjan? C'est cette porosité qui nous a créé. Heureusement que quand il y a eu la pandémie en année un peu en arrière, en Guinée et au Libéria et en Sierra Leone, la Côte d'Ivoire avait déjà un dispositif qui a pu permettre à ce qu'on n'ait pas l'Ebola ici. Donc dès le premier cas, je pense que le Premier ministre a réactionné ce dispositif qui a pu circonscrire le mal au point où, jusqu'à ce jour où je vous parle, il n'y a qu'un seul cas d'Ebola avéré en Côte d'Ivoire, qui est la jeune dame de 18 ans qui est quittée en Guinée. Ouais. Tous les cas contacts, fort heureusement, n'ont pas fait la maladie. La Côte d'Ivoire, qui a détecté mi-août un cas d'Ebola, Abidjan est aujourd'hui à l'abri d'éventuels nouveaux cas, a déclaré jeudi Pierre Demba, ministre ivoirien de la Santé, dans un entretien à l'AFP. Que faut-il faire pour consolider ce acquis? Mais c'est de respecter les mesures qu'il faut, les mesures barrières qui sont similaires aux mesures barrières de coronavirus. C'est de prendre ses précautions, c'est de ne pas passer son temps à minimiser un mal quand il arrive. Les Ivoiriens ont cette tendance à prendre tout au ridicule et au risible. C'est-à-dire qu'on pense que tout est amusement. Ce qui arrive là, c'est les Blancs qui veulent nous emmerder, c'est pas normal, c'est pas juste. Mais je dis aux gens de
Des fois, moi, quand je cause avec certaines personnes, je leur dis, mais vous regardez trop l'Occident comme quelque chose qui veut tout puiser en Afrique pour survivre. Tel n'est pas le cas. Quand vous passez dans les rues de Paris, en 1 minute, c'est-à-dire en chaque 2 minutes, il y a un métro et un train qui s'élève pour aller dans quelconque direction. Le temps de carburant et d'énergie que la France dépense en cela, je ne pense même pas que la Côte d'Ivoire puisse avoir les moyens de subvenir à cela. Quand vous vivez un petit temps en Europe, vous vous rendez compte combien de fois la vie de l'Europe est coûteuse. Et c'est pas... moi, souvent, je me dis, mais est-ce que tous les budgets des pays africains réunis peuvent permettre à la France de bouger, à la France de vivre? Donc, qu'on arrête de penser que l'Europe vit grâce à nous, donc ils cherchent à nous anéantir, ils nous envoient des maladies, mais AstraZeneca, il y a 135 pays dans le monde qui ont fait le vaccin, qui ont utilisé le vaccin AstraZeneca, parmi lesquels la totalité des pays de l'Union européenne sont des blancs. Sont des blancs. Si ça tue, pourquoi eux-mêmes vont le faire? S'ils l'ont fait pour tuer les Africains, pourquoi eux-mêmes vont le faire? Monsieur Sam Wakoubouye, nous allons suivre notre dernier élément dans ce grand format, qui est donc les funérailles de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui ont eu lieu à Dakar. Site Africa News nous apprend qu'une cérémonie sobre en présence des proches du défunt Hissène Habré s'est tenue au Sénégal dans une mosquée de Dakar où ont eu lieu ses funérailles le jeudi 26 août 2021. L'ancien président tchadien est décédé du Covid-19 à l'âge de 79 ans au Sénégal où il avait été condamné à la prison à vie en 2016, notamment pour crimes contre l'humanité. L'une de ses épouses avait indiqué plus tôt qu'Hissène Habré serait enterré au Sénégal en attendant une éventuelle réhabilitation dans son pays. En début de semaine, le gouvernement tchadien avait déclaré qu'il ne s'opposerait pas au rapatriement de sa dépouille, mais qu'aucun hommage officiel ne lui serait rendu en raison de ses condamnations et par respect pour ses victimes. En attendant, Hissène Habré sera enterré dans le cimetière musulman du quartier de Yoff à Dakar. Hissène Habré était président de la République du Tchad de 1982 à 1990, renversé par Idriss Déby Itno, lui-même décédé. La revue de presse grand format avec pour invité M. Sam Wakoubouye. Alors, M. Sam Wakoubouye, vous venez de voir tout à l'heure donc l'élément sur Hissène Habré. Votre réaction là-dessus et votre mot de fin. Ma réaction est d'un paragraphe. Hein, ma désolation, c'est pour les victimes. Parce que Habré, on a vu tout à l'heure, il a fait beaucoup de victimes au Tchad. Il a créé beaucoup de désolations dans son passage au pouvoir. Et ces personnes avaient l'espoir qu'à l'issue de son procès, il y aurait eu quelque chose qui allait les consoler. Mais je pense que malgré son décès, bon, les pouvoirs publics verront comment il faut consoler toutes ces victimes-là qu'il a laissées derrière lui pour partir. Ce serait la meilleure des choses. On va vous laisser en tant que directeur de publication de donner des sages conseils aux jeunes journalistes qui veulent vous emboîter les pas. Comme mot de fin, d'abord je voulais remercier votre DG assez à la fin, qui est un ami, Wakili, qui est un ami. Lui dire merci pour cette opportunité, pour cette qualité de création à partir d'un journal papier. Alors je dis Web TV, bon, on espère que vous allez vous retrouver sur le bouquet pour que franchement on ait cette TV un peu partout. C'est ce que je peux vous souhaiter. Merci. Moi, ce que les gens doivent savoir, c'est le courage et puis c'est le travail et puis le dévouement à ce qu'on fait, l'amour pour ce qu'on fait. Moi, je suis l'exemple de cela. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis parti correspondant extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, du quotidien Notre Voix. C'est de là que je suis resté correspondant auprès de l'Expression pour venir en rédaction, être simple journaliste de l'Expression, passer chef de service politique de l'Expression, passer secrétaire général de l'Expression, pour passer rédacteur en chef de l'Expression, aujourd'hui directeur de publication de l'Expression. Tout cela, c'est la volonté d'apprendre et puis l'amour de ce qu'on fait. Voilà. Donc c'est ce que moi je peux leur dire.
Il ne faut pas tout de suite... notre milieu aujourd'hui est un peu paupérisé et c'est désolant. Moi qui vous parle, je suis le porte-parole de l'intersyndicat du secteur des médias qui regroupe les 11 syndicats du secteur des médias, donc syndicalistes sur les bords. Je connais le milieu de bout en bout. Et il ne faut pas que les jeunes soient découragés par rapport à la situation précaire qu'on traverse actuellement. Il faut se donner à cœur et à force dans le travail. C'est le travail qui paye. Vous étiez donc à la revue de presse grand format. Notre invité était M. Sam Wakouboué. Il est journaliste professionnel, directeur de publication du quotidien L'Expression. Merci de nous avoir suivis.